Bonjour à toutes et à tous et quel plaisir de vous retrouver ici. On se retrouve donc sur le podcast Destination Est pour une toute nouvelle formule. Je m'appelle toujours Thibaut et dans chaque épisode, je vais vous emmener découvrir un lieu qui vaut le détour. Une ville, un monument, un quartier ou même un site naturel. Mais ici, on ne va pas simplement parler de photos souvenirs ou d'itinéraires touristiques. On va parler de mémoire, de lutte, de patrimoine. Car voyager en Europe de l'Est, en Europe centrale, dans les Balkans ou encore dans le Caucase, c'est aussi croiser des récits oubliés, des cicatrices visibles, des histoires qui traversent les siècles. À partir de la rentrée, vous pourrez retrouver un nouvel épisode tous les 15 jours. Alors n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux et surtout à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle ligne éditoriale en commentaire. J'ai absolument besoin de vos retours. Allez, c'est parti pour ce premier épisode qui va nous faire voyager vers un lieu que j'aime particulièrement. Marcher dans une rue de Tirana, longer les rives du Danube ou gravir les hauteurs de Kotor. Derrière chaque paysage, il y a des histoires. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Destination Est, le podcast qui vous fait voyager à travers l'Europe de l'Est en remontant le fil du temps. 2 fois par mois, je vous propose d'explorer un lieu qui vaut le détour, une ville, un monument, un quartier ou un site naturel, pas juste pour le voir, mais pour le comprendre. Qu'est-ce qu'il raconte du passé ? Quelles tensions le traversent encore aujourd'hui ? De la Grèce à l'Ukraine, en passant par les Balkans et l'Europe centrale, ici on ne parle pas simplement de photos souvenirs ou d'itinéraires touristiques, on parle de mémoire, de lutte, de patrimoine. Alors branchez vos écouteurs et laissez-vous guider. Haydi ! Et si l'on partait aujourd'hui à la découverte de l'un des plus beaux endroits des Balkans, où penseriez-vous que je vous emmène ? Visiter l'une des capitales des Balkans ou bien découvrir un lieu naturel ? Certains le savent déjà, mais pour bon nombre d'entre vous, et vous le découvrirez au fil de ce podcast, j'ai une passion un peu particulière pour les lacs. Cela me vient sûrement des étés passés durant ma jeunesse au bord du lac de Vassivière dans la Creuse, un coin un peu perdu de la diagonale du vide en France. Eh bien, j'ai décidé, pour le retour du podcast Destination Est, de vous emmener découvrir ce qui est pour moi l'un des plus beaux lacs des Balkans. Nous sommes aux confins de ce qui fut la Yougoslavie, à la frontière entre la Macédoine du Nord et l'Albanie. Pour être précis, nous sommes au sud-ouest de la Macédoine du Nord, mais aussi dans l'est de l'Albanie. Ici se trouve un joyau encore à peu près préservé du tourisme de masse. Nous sommes devant ce qui est le plus ancien lac d'Europe, vieux de 1,9 million d'années, j'ai nommé le lac d'Ohrid. Il est des endroits que vous visitez qui vous marqueront à jamais. Le lac d'Ohrid en fait partie. Situé à environ 3 heures en voiture de la capitale Skopje, le lac d'Ohrid est considéré comme le plus vieux lac d'Europe. Il fait pourtant figure de bébé face aux 25 millions d'années du lac Baïkal en Russie, considéré à l'heure actuelle comme le plus vieux lac du monde, bien que selon certaines sources, il s'agirait en fait du lac Zaysan qui est situé au Kazakhstan, qui serait lui vieux de 65 à 70 millions d'années. Mais revenons dans les Balkans et à l'histoire de ce lac. Comme je vous le disais, le lac d'Ohrid fait aujourd'hui figure de frontière entre la Macédoine du Nord et l'Albanie. Pourtant, lorsque l'on se penche sur l'histoire de ce lac, cette division entre 2 pays est assez récente et nous y reviendrons un peu plus tard. À l'est du lac d'Ohrid, vous pourrez découvrir le parc national de Galičíca et ses montagnes qui séparent le lac d'Ohrid du lac de Prespa, qui est un lac légèrement plus jeune et lui partagé entre 3 pays, la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Grèce. Pour autant, ces 2 lacs sont liés et l'un n'existerait pas sans l'autre. Leur origine est tectonique, c'est-à-dire qu'ils sont nés de mouvements géologiques qui ont créé des fossés d'effondrement au cœur même de la péninsule balkanique. Il y a environ 3 à 5 millions d'années, la région où se trouvent les lacs d'Ohrid et de Prespa subit des tensions entre les plaques tectoniques eurasiennes et africaines. Cela provoque alors la formation de fossés d'effondrement, qui sont des blocs de croûte terrestre qui s'enfoncent entre 2 failles. Ces dépressions se remplissent d'eau et elles donnent naissance à des lacs fermés sans issue directe vers la mer. Des analyses ont permis de découvrir que jusqu'à 40% de l'eau du lac d'Ohrid provient du lac de Prespa, qui s'infiltre dans les roches du massif de Galičíca, puis ressort sous forme de source dans le lac d'Ohrid, notamment autour du monastère de Sainte-Naoum.
Le lac d'Ohrid est aussi considéré comme l'un des lacs les plus riches en biodiversité d'Europe, ce qui en fait un terrain de jeu privilégié pour les chercheurs et les scientifiques afin d'en apprendre davantage sur l'histoire de notre planète, notamment grâce aux sédiments qui se sont accumulés au fond du lac depuis sa formation, et c'est ce qui donne au lac le surnom de musée des espèces vivantes. Le lac d'Ohrid est l'un des plus anciens lacs du monde encore en activité. Mais comment peut-on dater un lac? Et c'est sûrement l'un des points les plus fascinants à développer, mais je vais rester bref. Les scientifiques ont utilisé les sédiments au fond du lac comme une sorte de machine à remonter le temps. On y retrouve des couches de cendres qui ont été laissées par des éruptions volcaniques connues, mais aussi des traces de changement du champ magnétique terrestre. Ces indices, comme autant de balises dans la profondeur, ont permis d'estimer précisément l'âge du lac. Grâce à ces données, on sait aujourd'hui que le lac d'Ohrid est né il y a précisément environ 1,36 million d'années. À l'origine, il y a 1,9 million d'années, ce n'était qu'une vallée étroite traversée par une rivière. Puis des petits étangs sont apparus avant de fusionner pour former un lac permanent. Pendant près de 700 000 ans, le lac d'Ohrid n'a connu ni village, ni prière, ni rame tranchant la surface. Mais sous ses eaux, la vie bouillonne déjà. Chaque strate de sédiments enregistre les grandes respirations du climat. Chaque coquillage fossile raconte l'évolution silencieuse d'un monde aquatique unique. Et bien avant que l'homme ne construise ses maisons sur pilotis, le lac écrit déjà son histoire. Le silence n'est qu'apparent. Autour du bassin, dans les hautes prairies et les forêts naissantes, la mégafaune du Pléistocène mène son règne. On peut imaginer un mammouth laineux dressant sa trompe au bord de l'eau, un troupeau de bisons traversant les vallées, des cerfs géants bondissant entre les arbres, ou même un rhinocéros laineux avançant lentement dans la brume, dans les bois plus denses, des ours bruns, des lynx, des loups, ou des hyènes des cavernes rôdent à la recherche de proies ou de charognes. Leurs os n'ont pas encore été retrouvés autour d'Ohrid, mais leur présence est attestée tout autour, en Albanie, en Grèce et même en Macédoine du Nord. Ils faisaient partie de cet écosystème vaste, rude et somptueux. Leurs migrations les ont sans doute menés jusqu'à la cuvette d'Ohrid, à une époque où les hommes n'avaient encore rien bâti. Pendant des dizaines de milliers d'années, ce furent eux les maîtres de ces paysages. Et pendant tout ce temps, dans l'eau du lac, des créatures bien plus discrètes écrivent une autre histoire, celle de l'évolution lente, patiente d'un monde aquatique unique. Pendant des centaines de milliers d'années, aucun humain ne semble avoir posé le pied sur les rives du lac d'Ohrid. Et pourtant, la vie, elle, n'a jamais cessé d'y évoluer. Dans ces eaux claires, un autre monde s'écrit. Des espèces uniques apparaissent, disparaissent, s'adaptent. La truite d'Ohrid, les éponges d'eau douce, des crustacés microscopiques, tous endémiques, tous nés ici et nulle part ailleurs. Les zones humides et les roselières des rives du lac offrent des habitats essentiels à des centaines de milliers d'oiseaux aquatiques hivernants, dont certaines espèces rares comme l'aigle tacheté, l'aigle impérial de l'Est ou le pélican frisé d'Europe. Le lac est un refuge, un sanctuaire écologique, un témoin silencieux des cycles géologiques et climatiques du Quaternaire. Chaque strate de sédiments déposé au fond du lac est une page de cette longue mémoire naturelle. Et puis un jour, des pas, discrets, peut-être un chasseur, une famille ou un groupe nomade s'installent pour quelques jours. Aucune trace certaine n'atteste leur passage, mais tout l'environnement suggère qu'ils sont venus, parfois au fil des millénaires. La première preuve solide de leur installation ne remonte qu'à 6000 à 5800 ans avant notre ère, sur la rive albanaise du lac, près du petit village de Line. Et là, c'est une révélation. Sous les eaux, des archéologues ont découvert en 2023 ce qui pourrait être la plus ancienne colonie lacustre d'Europe. Une centaine de milliers de pieux en chêne, encore plantés dans le sol, dessinent les contours d'un rempart de protection. À l'intérieur, les traces d'un village organisé. Maisons sur pilotis, outils en silex, tessons de poterie, graines et os d'animaux domestiques. Ils étaient entre 200 et 500 habitants, des agriculteurs sédentaires, des pêcheurs, des bâtisseurs. Et si c'est la première trace que nous avons, ce n'est peut-être pas la première présence humaine. Avant eux, d'autres sont peut-être venus. Des éclaireurs, des nomades, des hommes sans histoire encore écrite, mais peut-être bien présents ici, sur les rives du lac. Mais le site de Line n'est qu'un début. De l'autre côté du lac, sur la rive macédonienne, les archéologues ont mis au jour vers la fin des années 90 un autre village préhistorique, enfoui sous les eaux à quelques centaines de mètres du rivage, c'est la baie des Eaux, aujourd'hui reconstituée en musée à ciel ouvert. Ici aussi des maisons sur pilotis, des objets de la vie quotidienne, des ossements d'animaux et de poissons.
Le site est daté de l'âge du bronze, entre 1200 et 700 avant Jésus-Christ. On y vit, on y pêche, on y échange, au cœur d'un réseau encore mal connu reliant les montagnes aux plaines de l'actuelle Albanie et aux côtes de l'Adriatique. À mesure que les siècles passent, les rives du lac s'inscrivent dans des dynamiques plus larges. La région devient un point de contact entre les Illyriens, un ensemble de tribus installées dès l'Antiquité sur les côtes nord et est de l'Adriatique, et les tribus hellénisées venues du sud. Sur la rive sud du lac, dans l'actuelle Albanie, vivent les Ankéléens, un ancien peuple illyrien dont le nom signifie littéralement le peuple des anguilles. Réputés pour leur talent de pêcheurs, ils sont mentionnés dans certaines sources comme ayant joué un rôle important dans la formation des premiers royaumes d'Illyrie. La tradition locale raconte qu'ils auraient établi une première implantation fortifiée sur la colline de Pogradec. Avec le temps, les habitants se seraient progressivement installés en contrebas au bord du lac, donnant naissance à la ville actuelle de Pogradec. Plus à l'ouest, les Dassarètes, un peuple illyrien, contrôlent les vallées reliant le lac à la mer. On peut penser qu'avec le temps, ils ont affaibli, voire absorbé les Ankéléens en imposant leur domination sur cette partie des territoires illyriens. C'est probablement à la même période que les Dassarètes fondent un village illyrien sur la colline où se trouve aujourd'hui Ohrid. Ce village grandit peu à peu grâce au commerce et à sa position stratégique. Dans la mythologie grecque, Cadmus, le fils du roi phénicien Agénor, aurait fondé la ville. À quelques kilomètres au sud-ouest du lac, les Illyriens ont laissé un autre témoignage impressionnant de leur présence, les tombeaux royaux de Celsée et Posmé creusés directement dans la roche. Ces sépultures monumentales datent de l'âge du fer et montrent que les élites locales vivaient déjà dans une société hiérarchisée, structurée, avec des échanges commerciaux et des savoir-faire importants. Une preuve de plus que cette région autour du lac d'Ohrid n'était pas un territoire isolé, mais au cœur des routes et des pouvoirs de l'époque. Et puis, au IVe siècle avant notre ère, un événement change tout. Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, conquiert la région. Il soumet les tribus illyriennes et commence à helléniser les villes et les campagnes, c'est-à-dire qu'il y impose la langue grecque, l'architecture grecque et une certaine organisation politique. C'est sans doute à cette période que le village prend le nom de Lycnidos, signifiant probablement ville de lumière en grec ancien. Une inscription a été trouvée sur une pierre datant de l'époque où les citoyens sont mentionnés comme Lynidici. Lycnidos devient alors une véritable ville construite sur les hauteurs qui surplombent le lac. Elle se dote de murailles, d'une agora, d'un gymnase, d'un théâtre, de temples ou encore d'ateliers. Puis, au IIe siècle avant notre ère, après plusieurs guerres contre les rois macédoniens, Rome finit par conquérir la région. En 168 avant Jésus-Christ, la victoire romaine à la bataille de Pydna marque la fin de la Macédoine indépendante. 20 ans plus tard, elle devient une province romaine et Lycnidos est intégrée à l'Empire. La ville prend alors un nouveau rôle dans les circuits commerciaux et militaires de Rome. Elle devient un passage obligé sur la Via Egnatia, la grande route qui relie alors l'Adriatique à Byzance en traversant toute la péninsule balkanique. Grâce à cette route, la ville connaît une nouvelle prospérité. Elle accueille des marchands venus de l'Est comme de l'Ouest, et elle devient un lieu d'échanges commerciaux et culturels importants. Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver des tombes, des objets, mais aussi des monnaies qui montrent que la population était très mélangée. Des habitants d'origines diverses vivaient ici, avec parfois une certaine richesse. C'est une ville ouverte aux influences extérieures, traversée par les idées, les marchandises et les cultures. Après avoir été intégrée dans l'Empire romain, la région voit alors apparaître les premiers signes du christianisme dès le IIIe siècle, souvent dans la clandestinité, puis de façon plus affirmée au IVe siècle. La cité de Lycnidos devient alors une ville chrétienne influente. Elle accueille un évêché, elle voit s'élever des basiliques, et surtout elle se couvre de mosaïques aux motifs bibliques. Mais à cette époque, l'Empire romain change peu à peu de visage. En 395 après Jésus-Christ, il est divisé en deux. D'un côté, l'Empire romain d'Occident, avec Rome comme capitale, et d'un autre côté, l'Empire romain d'Orient, dont la capitale est Byzance, renommée plus tard Constantinople, l'actuel Istanbul. Lors du partage de l'Empire en 395, Lycnidos est alors attribué à l'Empire romain d'Orient. Quand Rome tombe aux mains des peuples germaniques en 476, l'Empire d'Occident s'effondre. Mais l'Empire d'Orient, lui, survit encore près de 1000 ans. Les historiens l'ont appelé l'Empire byzantin, du nom de sa capitale antique, Byzance. Il conserve la langue grecque, une administration impériale centralisée, une foi chrétienne orthodoxe et une culture mêlant héritage romain, grec et oriental.
Pendant plusieurs siècles, la région du lac d'Ohrid se trouve à la frontière mouvante de ces mondes. Elle connaît tour à tour des influences romaines, slaves et bulgares. C'est sur la rive ouest que l'un des premiers grands témoignages chrétiens voit le jour, avec la basilique paléochrétienne de Line, datée du 5e ou du 6e siècle. Encore aujourd'hui, ces mosaïques étonnent par leur qualité et leur conservation. Oiseaux, vignes, symboles bibliques. Un lieu modeste en apparence, mais profondément enraciné dans les premiers siècles du christianisme européen. Sur la rive macédonienne, Lycnidos devient un évêché influent intégré dans les structures de l'église romaine d'Orient. Mais l'histoire de Lycnidos est secouée par un événement majeur. En 526, un puissant tremblement de terre détruit une grande partie de la ville. Certaines sources datent ce séisme en 514, en 518, voire même en 527. Les chronologies divergent, mais toutes s'accordent sur la violence du cataclysme. L'empereur Justinien, d'origine illyrienne selon la tradition, aurait alors lancé sa reconstruction, comme il l'a fait dans d'autres régions frappées par des séismes. Une légende locale raconte même qu'il aurait caché un trésor impérial près de la presqu'île de Line, sur la rive albanaise du lac. Pour autant, après le séisme, le nom de Lycnidos disparaît des sources historiques et l'on ignore si la ville a survécu sous ce nom ou si elle a été abandonnée puis refondée par les Slaves. Ce n'est qu'en 879 que le nom d'Ohrid apparaît pour la première fois. Cela correspond à l'arrivée de nouveaux peuples au 7e siècle. Ils viennent des plaines du Nord, ce sont les Slaves et ils vont profondément transformer le visage des Balkans. Le nom actuel de la ville vient du mot slave Hrid qui signifie colline. La vieille ville est en effet construite sur les pentes d'une colline coiffée par la forteresse de Samuel. La région d'Ohrid est colonisée par la tribu des Berzites au 7e siècle, puis la Bulgarie conquit la ville vers 840. Ils s'installent alors dans les vallées autour du lac d'Ohrid, ils fondent des villages, y apportent leur langue, leurs rites, leurs croyances. Loin d'être une rupture brutale, c'est une fusion progressive. Le monde latin et le monde grec se retirent alors lentement, tandis qu'un christianisme nouveau, plus populaire, plus rural, s'enracine. Et c'est à partir du 7e siècle qu'une culture macédonienne slave émerge. Elle supplante alors la culture byzantine au 10e siècle. Le pouvoir de l'empereur se fait également beaucoup plus faible à cette époque. Au 9e siècle, Ohrid prend un tournant décisif. 2 moines venus de Thessalonique, Cyril et Méthode, sont envoyés évangéliser les peuples slaves. Leurs disciples, Saint Clément et Saint Naoum, trouvent refuge à Ohrid après avoir été chassés de Grande Moravie. Clément fonde ici la première université littéraire slave. Il y enseigne le slavon liturgique, alphabétise les populations et forme des prêtres. Saint Naoum, lui, bâtit un monastère au bord du lac, à quelques kilomètres de la future frontière albanaise. Aujourd'hui encore, son tombeau y est vénéré. Autour de ces figures naît une véritable église d'Ohrid, à la fois centre spirituel, lieu de savoir et bastion culturel. On y recopie des manuscrits, on y enseigne la foi chrétienne dans la langue du peuple, on y érige des églises en pierre et en fresque. Le lac devient un espace sacré, un miroir d'eau où se reflètent la foi et l'identité naissante des Slaves du Sud. De 990 à 1018, Ohrid fut également le siège du patriarcat bulgare. La ville atteint son apogée sous le règne du tsar Samuel de Bulgarie, qui en fait sa capitale. La forteresse qui domine la ville aujourd'hui date en grande partie de cette époque. Ohrid est alors l'une des villes les plus influentes du monde slave orthodoxe, rayonnant de spiritualité, de culture et de pouvoir. Dans ses ruelles, on prie en slavon, on écrit, on enseigne, on construit, et le lac, fidèle à lui-même, continue d'être la mémoire vivante de toutes ces civilisations qui l'ont bordé. Au XIe siècle, la chute du tsar Samuel face à l'empire byzantin de Basile II marque un tournant. Ohrid entre alors pleinement dans l'empire byzantin. Elle perd son statut de capitale politique, mais conserve celui de capitale spirituelle. Constantinople laisse subsister l'archevêché autonome d'Ohrid, qui survit pendant plus de 7 siècles, de 1018 à 1767. L'église d'Ohrid s'étend bien au-delà du lac, sur l'actuelle Albanie, sur la Grèce du Nord, sur la Serbie du Sud et même une partie de la Bulgarie. Elle devient un pivot de l'orthodoxie balkanique, indépendante du patriarcat grec de Constantinople. Pendant cette période byzantine, la ville se renforce culturellement. Des dizaines d'églises sont construites, ornées de fresques byzantines, parfois modestes, mais parfois totalement éblouissantes.
La plus célèbre d'entre elles, Sainte Sophie, date du XIe siècle, un joyau d'architecture et de peinture murale témoin de l'influence impériale et de l'autonomie religieuse. Ohrid est aussi un lieu d'écriture, de copie de manuscrits, de transmission du savoir. Le lac continue d'être un espace de spiritualité, de pèlerinage, de silence. Du XIe au XVe siècle, Ohrid est une ville convoitée, ballottée au gré des guerres qui secouent les Balkans. Byzance la contrôle, puis les Normands venus d'Italie l'occupent brièvement. Les rois bulgares et les tsars serbes s'en disputent tour à tour les murs, conscients de son importance stratégique. À chaque changement de main, c'est un pan de culture, une langue, une foi qui se superpose à la précédente. Car Ohrid n'est pas seulement un point sur la carte, c'est un carrefour de pouvoir, un joyau que chaque empire veut voir briller dans sa couronne. La fin du XIVe et le début du XVe siècle est un tournant pour l'histoire d'Ohrid. C'est à ce moment que la ville passe progressivement sous contrôle de l'Empire ottoman. Sous l'impulsion de Mourad Ier, les armées impériales consolident leur emprise dans les Balkans, grignotant les dernières résistances chrétiennes. Pogradec tombe en premier, Ohrid suit probablement dans la première moitié du siècle, sans qu'on puisse fixer une date exacte. La création du Sandiak d'Ohrid, une division territoriale comparable à un district, en 1395, est un premier indice dans la conversion de la région vers l'Empire ottoman. Lorsque les Ottomans s'installent à Ohrid, ils choisissent de maintenir l'archevêché orthodoxe dans une logique de compromis politique. Effectivement, tant que l'autorité impériale est reconnue, la foi chrétienne peut alors être pratiquée. C'est le principe du millet, ce système ottoman qui reconnaît une certaine autonomie religieuse aux communautés non musulmanes organisées autour de leur chef spirituel. Dans cette structure, les populations sont classées selon leur religion. Les chrétiens, comme les juifs, relèvent du statut de dhimmi. Cela signifie qu'ils sont protégés par l'État ottoman, mais en contrepartie, ils doivent payer la jizya, un impôt spécifique, et accepter un statut inférieur dans l'ordre social. Ils ne peuvent pas porter d'armes, ils témoignent avec moins de poids devant un tribunal, et ils sont exclus des postes de pouvoir. On ne les persécute pas, mais on les relègue. Face à cette poussée, des poches de résistance s'organisent et une figure se détache. Gheorghe Kastrioti, dit Skanderbeg, prince albanais, converti de force à l'islam et otage élevé à la cour ottomane dans sa jeunesse, puis revenu au christianisme et à la révolte. Il fédère les révoltes sous la Ligue de Leja fondée en 1444. Il galvanise les campagnes et il reprend la ville en 1462. En 1464, ses troupes, épaulées par un contingent d'1 millier de soldats vénitiens, remportent une victoire symbolique près d'Ohrid, la bataille d'Ohrid, mettant en déroute une armée ottomane 2 fois plus nombreuse. C'est un baroud d'honneur, car 4 ans plus tard, Skanderbeg meurt. À sa mort, la résistance s'effondre et la ville tombe pour de bon sous domination ottomane, probablement autour de 1468. Dès le début du XVe siècle, les sultans imposent peu à peu leur marque. Mehmed Ier ordonne la transformation de l'église Sainte-Sophie d'Ohrid en mosquée, symbole fort d'une domination qui se fait autant spirituelle que politique. Plus tard, Mehmed II, le conquérant, vainqueur de Constantinople et tombeur de l'Empire byzantin en 1453, fait déporter une partie de la population chrétienne d'Ohrid pour renforcer ses chantiers impériaux, notamment à Elbasan et Constantinople. Il transforme aussi en mosquée l'église Saint-Clément, siège historique de l'archevêché d'Ohrid. D'autres églises continuent d'exister, parfois en silence. La ville change alors de visage. Les minarets percent le ciel, les bains turcs fument au petit matin, les bazars couverts bourdonnent de voix multiples. Dans les ruelles, on croise désormais des Turcs, des Albanais convertis et des Slaves devenus musulmans, attirés par les avantages sociaux et fiscaux du nouveau pouvoir. Ohrid devient une mosaïque ethnique et religieuse, où le muezzin côtoie les cloches, où les récits se chevauchent sans toujours se parler. Un espace de cohabitation complexe, souvent pacifique, parfois tendu. Et pourtant, dans cette transformation, la foi orthodoxe persiste. Le monastère de Sainte-Naoum, à l'extrême sud du lac, continue d'attirer les fidèles. Le silence y est dense, comme si le temps y coulait autrement. Le culte du saint guérisseur traverse les siècles, indifférent aux frontières mouvantes et aux empires. Mais cette paix relative est fragile. Le statut de dhimmi laisse un ressentiment diffus, un sentiment d'injustice, qui alimente peu à peu les nationalismes à venir. Et en 1767, l'Empire frappe un grand coup. L'archevêché d'Ohrid est aboli, sous la pression du patriarcat grec de Constantinople.
c'est une blessure majeure vécue comme un effacement identitaire. Ohrid devient une ville de province périphérique, mais ces pierres, ces manuscrits, ces murmures liturgiques continuent, eux, de parler à ceux qui savent écouter. Au XIXe siècle, les vents du changement soufflent sur les Balkans. L'Empire ottoman décline, les nationalismes s'éveillent. Autour du lac d'Ohrid, plusieurs identités se superposent. On y parle le slave, le grec, l'albanais, le turc. On y prie dans des églises orthodoxes, des mosquées, des écoles religieuses. Mais cette mosaïque commence petit à petit à se fissurer. Des luttes d'influences religieuses et linguistiques émergent entre les Grecs, les Bulgares, les Serbes. Chaque camp ouvre ses propres écoles, promeut sa langue, son alphabet, sa vision de l'histoire. La population locale est prise entre plusieurs récits nationaux. Ohrid devient un foyer du mouvement révolutionnaire macédonien. L'organisation VMRO, fondée en 1893 à Thessalonique pour lutter contre la domination ottomane et obtenir l'autonomie pour la Macédoine, s'implante rapidement dans la région. Des comités clandestins voient le jour à Ohrid, organisent la résistance, cachant des armes, formant les maquis. Lors de l'insurrection d'Ilinden en 1903, plusieurs villages proches de la ville se soulèvent. Ohrid reste sous contrôle ottoman, mais l'élan révolutionnaire laisse une empreinte durable. La répression est violente, les espoirs sont brisés, mais la mémoire de la lutte persiste. Après les guerres balkaniques, l'arrivée de l'armée serbe marque la fin de cette effervescence révolutionnaire. Les militants du VMRO sont traqués, arrêtés ou contraints à l'exil. Entre 1912 et 1913, les guerres balkaniques mettent fin à 5 siècles de domination ottomane sur les Balkans. La Macédoine est alors conquise par les membres de la Ligue balkanique, puis divisée entre les vainqueurs. Le traité de Londres de mai 1913 entérine la défaite de l'Empire ottoman, tandis que le traité de Bucarest d'août 1913 fixe lui les nouvelles frontières. La ville reste sous domination ottomane jusqu'au 29 novembre 1912, date à laquelle l'armée serbe prend le contrôle de la ville pendant les guerres balkaniques et en fait plus tard la capitale du district d'Ohrid. En septembre 1913 éclate le soulèvement d'Ohrid. Durant 10 jours, les révolutionnaires du VMRO se soulèvent contre la puissance occupante serbe. L'armée régulière serbe réprime assez rapidement ce soulèvement. Le fait historique le plus important se déroule suite au traité de Bucarest. Le lac d'Ohrid se retrouve coupé en deux. La rive nord et est avec Ohrid revient à la Serbie, tandis que la rive sud-ouest autour de Pogradec est intégrée à la nouvelle Albanie indépendante. Une frontière internationale traverse désormais le lac, séparant villages, familles, écosystèmes et récits historiques. Cette ligne ne sera plus jamais effacée. Mais cette nouvelle carte ne met pas fin aux ambitions territoriales. La Bulgarie, mécontente du partage, continue de revendiquer l'ensemble de la Macédoine. Lorsque la première guerre éclate, elle rejoint les empires centraux en 1915 et elle lance une offensive contre la Macédoine serbe. Ohrid tombe alors sous occupation bulgare. La ville devient un point stratégique dans les combats du front sud, opposant les troupes bulgares aux alliés retranchés du côté de Thessalonique. Parmi ces alliés, la France joue un rôle décisif. À partir de 1916, l'armée française d'Orient mène une contre-offensive dans les Balkans depuis Salonique. Les troupes françaises participent activement à la libération d'Ohrid en 1918, aux côtés des Serbes et d'autres contingents alliés. Ce front, longtemps négligé dans les mémoires françaises, a mobilisé des dizaines de milliers de soldats et contribué à affaiblir durablement les empires centraux. Après la Première Guerre mondiale, Ohrid est intégré au royaume des Serbes, Croates et Slovènes, devenu royaume de Yougoslavie en 1929. La ville, encore marquée par les tensions de l'occupation bulgare et les souvenirs de la révolte contre l'Empire ottoman, entre dans une période plus silencieuse, mais non dénuée d'enjeux. L'administration centrale de Belgrade impose une politique d'unification avec la suppression des particularismes, la fermeture des écoles en langue albanaise, l'interdiction de toute revendication identitaire macédonienne. La répression contre les anciens réseaux du VMRO se poursuit, parfois de manière brutale. Ohrid reste sous surveillance. La région est considérée comme sensible car trop proche des frontières bulgares et albanaises et perçue comme un foyer potentiel de dissidence. Sur le plan social, la ville reste relativement marginale, loin des grands centres industriels ou politiques du royaume, mais elle continue de vivre de son commerce, de sa pêche et de son artisanat. Le tourisme balbutiant attire alors quelques visiteurs, séduits par les paysages, les églises anciennes et la douceur du lac.
Des intellectuels et artistes yougoslaves commencent à redécouvrir Ohrid comme un lieu de mémoire et d'héritage chrétien. Les communistes présents à Ohrid depuis 1908 propagent largement leurs idées à partir de 1920, alors que la ville s'industrialise. Le parti fut néanmoins interdit dès 1921 par le pouvoir yougoslave. En 1941, les troupes fascistes italiennes occupent Pogradec, tandis que les nazis et leurs alliés bulgares contrôlent Ohrid. La résistance s'organise des deux côtés. Les idées communistes n'ont pas pour autant disparu, et pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'Ohrid est occupé par les Bulgares puis par les Allemands, des sympathisants socialistes accroissent leur crédit auprès des habitants en luttant efficacement contre l'envahisseur. Ce sont les résistants communistes de la 48e division de la Libération populaire qui libèrent eux-mêmes la ville le 15 octobre 1944. Puis vient le temps des régimes communistes. En Yougoslavie, Ohrid devient une station touristique populaire, modernisée, patrimonialisée. Du côté religieux, l'archevêché d'Ohrid est instauré en 1958 sous le nom d'église orthodoxe macédonienne qui sera proclamée indépendante en 1967. Le parc national de Galičica en Macédoine est lui créé en 1958. Le lac est classé quant à lui au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979 pour sa partie naturelle et en 1981 pour sa partie culturelle. Côté albanais, en revanche, Pogradec reste isolé, fermé au monde sous la dictature d'Enver Hoxha. Le lac devient frontière étanche, zone surveillée où toute traversée est interdite à l'image du mur de Berlin. Il faut attendre les années 1990 pour que le contact reprenne. La chute du mur, la fin des dictatures, l'indépendance de la Macédoine ouvrent un nouveau chapitre. Des routes s'ouvrent, des projets se croisent, des coopérations reprennent. En 2019, l'UNESCO étend le classement du site à la rive albanaise, incluant le village de Line et sa basilique paléochrétienne. L'histoire redevient alors partagée. Mais ce retour à la lumière s'accompagne de menaces. Le développement touristique, parfois anarchique, met en péril la biodiversité exceptionnelle du lac. Des constructions illégales prolifèrent, les déchets s'accumulent, les eaux usées sont parfois rejetées sans traitement. La truite d'Ohrid, joyau biologique du lac, est en danger. Les ONG, les chercheurs et les citoyens tirent la sonnette d'alarme. Parmi eux, l'association Ohrid SOS, fondée en 2015, est en première ligne pour défendre le marais de Studenčište, dernier marais naturel de la région. Et pourtant, le lac est toujours là. Derrière les menaces, il demeure un sanctuaire fragile, un carrefour de culture, un reflet de tous les Balkans. En plongeant dans ses eaux, on remonte le fil du temps, des premiers hommes aux pèlerins, des pêcheurs préhistoriques aux touristes d'aujourd'hui. Chacun y laisse une trace. Et dans son silence, le lac continue d'écouter. À noter enfin, en 2010, la NASA nomme l'un des lacs de Titan, le plus grand satellite naturel de Saturne, le Ohrid Lacus, en l'honneur du lac d'Ohrid. Aujourd'hui, le lac d'Ohrid n'est pas seulement un trésor naturel et culturel, c'est aussi le reflet de tensions politiques anciennes, de fractures identitaires non résolues et de défis écologiques pressants. Un miroir paisible en surface, mais agité dans ses profondeurs. Depuis 1913 donc, une ligne invisible coupe le lac en deux. À l'est, la Macédoine du Nord. À l'ouest, l'Albanie. Cette frontière, fixée après les guerres balkaniques, a longtemps été un mur, surtout pendant la guerre froide. Elle est aujourd'hui redevenue un point de passage, mais les différences restent nettes. Côté macédonien, le tourisme est ancien, structuré, parfois trop. Côté albanais, on parle d'un développement plus tardif, plus spontané, mais aussi plus fragile. Le classement conjoint du lac au patrimoine mondial de l'UNESCO, en 1979 pour la Macédoine du Nord, étendu à la rive albanaise en 2019, avait pour objectif d'encourager une gouvernance transfrontalière intégrée. Mais dans les faits, les stratégies peinent à s'aligner. Les priorités économiques, les lenteurs administratives et l'absence de plan de gestion commun freinent les avancées. Le lac d'Ohrid est situé dans l'un des États les plus jeunes d'Europe, la Macédoine du Nord, indépendante depuis 1991. Un pays dont l'histoire récente est marquée par la quête d'une identité propre entre héritage antique, slavophonie et diversité ethnique. En 2001, un conflit éclate entre les forces macédoniennes et la guérilla albanaise de l'UÇK, principalement dans les régions à majorité albanaise du nord-ouest du pays. Il se conclut par les accords d'Ohrid, signés au bord du lac en août 2001. Ces accords reconnaissent des droits renforcés pour la minorité albanaise,
avec l'usage officiel de la langue, une représentation politique, mais aussi une autonomie locale. Ils permettent d'éviter une guerre civile ouverte, mais pour autant, ils ne dissolvent pas les tensions. Plus de 20 ans après, les clivages communautaires persistent dans la société macédonienne. Et aujourd'hui encore, les politiques d'extrême droite au pouvoir en Macédoine du Nord remettent en cause ces accords. Le lac devient ainsi le théâtre symbolique d'une cohabitation fragile entre Macédoniens slaves majoritaires à l'est et Albanais plus nombreux sur la rive ouest et dans la région de Struga. Ces mémoires concurrentes s'expriment dans les écoles, dans les lieux de culte, mais surtout dans les récits nationaux. Mais c'est sur le plan écologique que la situation est peut-être la plus urgente. Le lac d'Ohrid est l'un des plus anciens du monde, formé il y a près de 2 millions d'années. Il abrite une biodiversité exceptionnelle, avec plus de 200 espèces endémiques, dont la fameuse truite d'Ohrid. Ces fonds sont une véritable capsule temporelle, étudiée par le programme Skopsko, qui analyse les sédiments comme une archive du climat et de la vie terrestre. Ce patrimoine naturel unique est aujourd'hui menacé. Tourisme mal régulé, construction illégale, pollution plastique, rejet d'eau usée non traitée, urbanisation du littoral, les pressions sont multiples. À Ohrid, Struga ou Pogradec, les hôtels et restaurants ont parfois été construits sans permis, grignotant les rives du lac. Côté albanais, le développement touristique s'accélère, mais sans toujours intégrer les contraintes environnementales et archéologiques. Le marais de Studenčište, dernier marais côtier du lac, a longtemps été menacé par des projets d'assèchement. Il joue pourtant un rôle vital pour filtrer les eaux et préserver l'équilibre de l'écosystème. Grâce à la mobilisation du collectif citoyen Ohrid SOS, le marais a été sauvé et intégré au réseau Ramsar des zones humides protégées. L'UNESCO, alertée à plusieurs reprises, a menacé de placer le lac sur la liste du patrimoine en péril. Elle exige des mesures concrètes, avec la réduction des apports en phosphore de 50%, un moratoire sur les nouvelles constructions, un plan de gestion intégré et surtout une meilleure coopération entre les deux rives. Le lac d'Ohrid est classé réserve de biosphère transfrontalière avec le lac Prespa depuis 2014. Il fait partie des rares sites au monde reconnus à la fois pour leurs valeurs naturelles et culturelles, mais cette reconnaissance est fragile. Derrière les labels, il y a une réalité, les écosystèmes n'attendent pas et le temps joue contre eux. Peut-on protéger un lieu millénaire tout en le rendant attractif pour les touristes ? Peut-on concilier croissance économique et préservation ? Ces questions ne concernent pas que Ohrid, mais ici, elles prennent une intensité particulière, car le lac est aussi un miroir de nos choix, de nos renoncements, mais surtout de notre capacité à habiter le monde autrement. En arrivant à Ohrid, on est tout de suite frappé par une impression de douceur. Celle du climat, de la lumière sur l'eau, mais aussi de la pierre, du bois, des toits de tuiles rouges qui descendent doucement vers le rivage. La vieille ville est un entrelac de ruelles pavées, de maisons ottomanes, de chats somnolents et de terrasses suspendues au-dessus du bleu du lac. Et puis partout, des églises, des dizaines, beaucoup fermées, parfois en ruine, mais toutes vibrantes de mémoire. Certaines n'ont pas de nom, juste un parfum d'encens oublié. Notre balade commence par la visite de la forteresse de Samuel, perchée sur la colline. De là-haut, la vue est saisissante. Tout le lac se déploie, avec au loin les reliefs albanais et à l'est les montagnes de Galičica. Juste en contrebas, l'église Saint-Jean de Canéo, suspendue au bord de la falaise. C'est probablement le spot le plus photographié de toute la Macédoine. À la tombée du jour, l'endroit s'illumine d'une magie presque surnaturelle. Mais Ohrid, ce n'est pas seulement une carte postale, c'est aussi une base idéale pour explorer la région. Au sud de la ville, une route longe le lac jusqu'au monastère de Saint-Naoum, à quelques kilomètres de la frontière albanaise. Le site est enchanteur, une petite église byzantine au cœur d'un parc boisé, bordé de sources d'eau turquoise. Des pans déambulent librement. À l'intérieur, le tombeau de Saint-Naoum attire toujours les pèlerins. Certains collent même leur oreille à la pierre pour entendre le battement de son cœur. On dit qu'il protège les fous et qu'il guérit les âmes. Juste avant d'arriver à Saint-Naoum, il faut s'arrêter à la baie des Os. C'est un musée à ciel ouvert, reconstitution d'un village sur pilotis de l'âge du bronze. On y marche sur les passerelles entre les huttes avec la sensation étrange de flotter dans un passé lointain. C'est un lieu parfait pour raconter la vie d'avant, celle des pêcheurs et des artisans oubliés. Mais le plus beau, c'est peut-être de s'éloigner un peu, de prendre de la hauteur.
Le parc national de Galičica, juste à l'est du lac, offre des randonnées exceptionnelles. Depuis le col entre Ohrid et Prespa, on peut grimper jusqu'au sommet du Magaro à 2250 mètres d'altitude. De là-haut, le panorama est à couper le souffle. D'un côté, le lac d'Ohrid, de l'autre, celui de Prespa. Deux mondes, deux bleus séparés par une crête. Les chemins sont bien balisés, le silence est pur. On croise des chevaux en liberté, parfois des bergers, souvent personne. Et l'air sent la sauge, le pin, l'altitude. De l'autre côté du parc, justement, il y a le lac de Prespa. Moins connu, plus isolé, mais tout aussi fascinant. Ses rives sont plus sauvages, ses eaux plus troubles, sa lumière plus minérale. On peut y visiter l'île de Golemgrad, parfois surnommée l'île aux serpents. Déserte, mystérieuse, peuplée de reptiles, mais aussi d'oiseaux rares. Le lac de Prespa est aussi le refuge d'espèces en danger. C'est un Éden oublié, privilège pour les voyageurs à la recherche de lieux hors du temps. Sur la rive albanaise d'Ohrid, il faut absolument faire une halte à Pogradec. Moins touristique qu'Ohrid, plus modeste, mais en pleine renaissance. Les plages y sont plus tranquilles, les restaurants plus discrets. À quelques kilomètres, le village de pêcheurs de Line est une merveille. Ruelles fleuries, jetées de bois, basilique paléochrétienne perchée sur un promontoire avec vue panoramique sur le lac. Les mosaïques y racontent une autre forme de spiritualité, plus ancienne, plus méditerranéenne peut-être. Et si tu aimes marcher, tu peux aussi partir de Velestovo, petit village perché au-dessus d'Ohrid, pour rejoindre des sentiers qui serpentent dans les collines boisées. C'est là que la Macédoine prend des airs d'Italie ou de Crète. Oliviers, chèvres, herbes sèches, vues sublimes. Il existe aussi de belles randonnées côté albanais, notamment autour de Tushemicht et du parc de Prespa. En été, plusieurs festivals animent les rives. Le Ohrid Summer Festival, dédié à la musique classique et aux arts de la scène, est l'un des plus réputés. Mais surtout, ne quittez pas la région sans goûter à sa gastronomie riche, généreuse et profondément enracinée dans les traditions locales. Des deux côtés du lac, en Macédoine du Nord comme en Albanie, la star incontestée des menus est la truite d'Ohrid, une espèce endémique au goût délicat, souvent grillée entière ou servie en filet, relevée de citron, d'herbes locales ou d'ail confit. On y déguste aussi de la carpe, préparée au four avec des tomates, des oignons et des épices ou en soupe, particulièrement appréciée l'hiver. Parmi les plats emblématiques figure le gyomlek, un ragoût de bœuf longuement mijoté avec des oignons, parfois relevé de paprika doux, et le célèbre tavche gravche, véritable fierté nationale macédonienne. Des haricots blancs mijotés dans un plat en terre cuite, avec de l'huile, des poivrons, parfois un peu de viande séchée ou de saucisse. Les salades de poivrons grillés, souvent accompagnées de fromage blanc local comme le sirenier, rafraîchissent les plats d'été, tout comme les feuilles de vigne farcies ou les ayvar, tartinade à base de poivrons rouges, aubergines et ail. Côté douceur, on trouve des desserts maison comme les tulumba, des beignets imbibés de sirop, les baklava aux noix et au miel, ou encore les kataïfi servis dans des pensions ou chez l'habitant. Pour accompagner tout cela, ne manquez pas les vins blancs issus des collines ensoleillées autour de Struga ou de Korça, Smederevka, Temjanica ou encore leur katsitelli côté albanais. Et bien sûr, la rakia artisanale servie en shot d'accueil ou à la fin du repas afin de réchauffer les cœurs, mais surtout pour sceller les amitiés. Enfin, avant de conclure, j'aimerais vous recommander quelques œuvres littéraires et cinématographiques en lien avec le lac d'Ohrid afin de prolonger votre voyage. Et je vous conseille tout d'abord les écrits de Luan Starova, écrivain originaire de Pogradec. Son œuvre, une vaste saga historique et mythologique sur les Balkans, s'articule autour du thème de l'exil. En 1943, alors enfant, il traverse le lac avec sa famille pour fuir l'Albanie fasciste et rejoindre Struga, sur l'autre rive. Cette traversée marque à jamais son imaginaire. Dans ses romans, le lac devient une frontière, mais aussi un miroir, un espace de mémoire et de transmission. Je vous recommande également L'écho du lac de Kapka Kasabova. À travers un récit intime et poétique, l'autrice remonte la mémoire de sa propre famille originaire de la région. Elle sillonne les rives du lac, recueille les récits de ses habitants et tisse un portrait bouleversant des traumatismes enfouis de cette région transfrontalière, marquée par les guerres, les déplacements forcés et la dictature. Enfin, je vous invite à voir le film Before the Rain, réalisé par Milcho Manchevski et sorti en 1994. Récompensé par le Lion d'Or à la Mostra de Venise, ce film tisse 3 récits entrelacés sur fond de tensions interethniques en Macédoine. Le lac d'Ohrid, à la fois sublime et menaçant, y est omniprésent. Il devient un décor tragique, presque un personnage à part entière, dans une histoire où l'amour, la guerre et l'identité s'affrontent. Ohrid, Pogradec, Galičica, Prespa, cette région est une mosaïque de paysages, recettes et récits. On ne visite pas simplement,
On traverse, on ressent, on écoute. Chaque pierre, chaque vague, chaque vers de chanson, chaque note de musique nous rappelle que nous sommes ici sur le fil d'un équilibre précaire, entre héritage et modernité, entre nature et culture, entre silence et fête. Ohrid ne se contente pas de remplir un album Instagram. Il prend résidence dans la mémoire comme un écho intime de ce que les Balkans savent offrir de mieux. Et voilà pour ce retour du podcast Destination Est. J'espère que cet épisode sur le lac d'Ohrid vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, mais aussi si vous avez envie d'aller visiter cet endroit. Je vous rappelle une fois de plus, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve à partir de la rentrée tous les 15 jours pour un épisode du podcast Destination Est. À très vite.